Bonjour. Bon, du coup, si je comprends bien, j'ai une demi-heure, vu qu'il y a 2 absents. Donc, je ferai la présentation en français. Merci pour votre compréhension. Donc, Olivier Reutenauer, je suis associé chez Digital Kingdom, une entreprise basée à Vevey. On crée des expériences à travers l'interactivité et le digital, et particulièrement par l'utilisation de Serious Game. Notre papier, donc Case Studies from Clients Needs Analysis to Serious Game Solution, c'est la présentation assez succincte dans le temps imparti de notre méthodologie qu'on a appliquée à 2 cas d'études. Donc, comment parvenir à la création d'un serious game fonctionnel et répondant aux besoins des clients. Alors tout d'abord, petit aperçu de notre méthodologie avant de passer à l'étude de cas. Alors bien sûr, première info, pas de recette miracle ni de révolution, mais une série d'étapes clés par lesquelles il faut passer pour arriver à un serious game fonctionnel, puisque c'est le but. Donc, dans un premier temps, déjà, détecter et exprimer les besoins clients. Première phase donc, de l'échange avec le client. C'est ce qu'on a appelé un petit peu plus tard, et ce qu'on va appeler la matière première. Dans un second temps, cette matière première, il va falloir faire le tri pour savoir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui l'est moins, quelles sont les priorités. Ensuite, par rapport à cette matière première, on va connaître ou découvrir, on verra par la suite, les problématiques qui sont associées à ça, à cette matière première. Ensuite, on va y apporter des solutions, donc apporter des solutions à ces problématiques. L'idée, on le verra aussi par la suite, c'est d'arriver finalement à un mix de solutions pour répondre à l'ensemble des problématiques que pose la matière première. Pour ça, on le verra aussi, on va puiser dans la culture, l'expérience, les études scientifiques, l'inspiration, la créativité. Et enfin, presque enfin, le playtest, donc on va aussi traiter de ce cas. Le playtest qui va nous permettre soit de valider des solutions qu'on a prises, soit de découvrir de nouvelles problématiques et de revenir à une découverte de solutions, etc. Donc par itération, pour enfin, bien sûr, arriver au produit serious game optimal, c'est-à-dire qui répond aux besoins des clients et qui fonctionne. Alors donc, par rapport à ce schéma-là, on va partir sur deux études de cas. Et on va commencer par la fin. Voici le résultat de notre première étude de cas. Alors il s'agit de Parcours Pro, une application qui s'appelle Parcours Pro, qui utilise un mécanisme d'histoire dont je suis le héros. Donc le produit vise à faire découvrir et à sensibiliser les élèves en fin de scolarité obligatoire à la diversité des formations et des métiers sur le canton de Vaud. Donc tout ça sur le stand du Salon et des métiers de la formation de Lausanne, voilà, sur 2014-2016. Donc voilà. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à ce produit Serious Game, ce produit final? Donc on va reprendre les différentes étapes de la méthodologie pour voir comment on est arrivé à ça. Alors premièrement, on va découvrir les besoins clients, donc ce qu'on a appelé cette matière première. Alors en l'occurrence, le client veut faire passer des messages généraux, des clichés sur les métiers d'hommes, métiers de femmes. On va travailler sur de l'iPad 2 parce que le client les possède, les a sur son stand de salon. On va se confronter à un public adolescent, 13-15 ans. On va rester politiquement correct parce que le client, c'est le canton de Vaud, donc c'est mieux. Voilà. On va utiliser donc ça sur un stand, on l'a déjà dit tout à l'heure. On va aussi avoir, le client aimerait montrer 40 métiers et 40 formations, assez différentes. Ça va du peintre en bâtiment à l'informaticien, ou vous imaginez ce que vous voulez, il y en a pas mal. Comme souvent, bien sûr, il y a une question de budget. En l'occurrence, là, ce sont nos impôts. Et enfin, voilà,
le client, donc le canton de Vaud, département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Alors reprenons cette matière première et on va la trier. En l'occurrence, on va commencer par la problématique principale qui nous semble être cette quantité de métiers et de formations à présenter, ces messages à donner. Et donc, on va y associer les problématiques. Alors là, je pense qu'elles vous viendront assez facilement aux yeux, mais donc on a un problème de quantité, de diversité. On va aussi avoir, à cause de ça, un problème de temps de jeu. Alors commençons à y répondre avec des solutions génériques. La modularité, la rejouabilité. Là aussi, c'est assez basique, mais du coup, concrètement, comment est-ce qu'on va les adapter sur notre mécanisme, sur nos mécanismes de jeu, sur notre solution Serious Game. Alors la modularité et la rejouabilité, c'est l'argument principal qui nous a fait choisir une solution de type histoire dont je suis le héros. Si je suis linéaire, j'ai beaucoup d'informations à transmettre, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc si je fais un jeu où je parle des 40 métiers l'un à la suite des autres, je vais perdre beaucoup de monde assez vite. Par contre, si je complexifie mes scénarios, je vais réduire mon temps de jeu, je vais créer des nœuds de scénarios, et du coup, je vais faire des choix qui vont orienter mon scénario. Par contre, je vais devoir ajouter de la rejouabilité pour que le joueur refasse le scénario et accède à finalement la quantité la plus importante possible d'informations, puisque c'est ça qu'on veut transmettre. Du coup, là, rapidement, vous avez un exemple de ce que ça donne concrètement dans le jeu. Le joueur est confronté à un choix. Est-ce que je lis le journal ou est-ce que je fais la sieste dans le train? Est-ce que je demande de l'aide à quelqu'un dans une camionnette ou un bûcheron? Personnellement, il pleut, donc j'irai plutôt aller chercher de l'aide dans la camionnette. Et puis donc, rejouabilité, on a des fins alternatives qui vont aussi pousser à la curiosité pour vraiment encourager le joueur à rejouer, pour qu'il fasse d'autres combinaisons, pour qu'il découvre d'autres choses. Ensuite, autre problématique assez importante, voire très importante, la question du public. C'est un public cible, donc adolescent, 13-15 ans, public plutôt très exigeant, voire difficile, ça je vous laisse juge. Et du coup, un ensemble de solutions génériques, donc là aussi on va voir assez rapidement les applications concrètes. Alors première mise en œuvre des solutions, d'abord le graphisme. Donc là, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais donc des graphismes adaptés. On va utiliser aussi les codes adolescents. Du coup, par exemple, le code du chat SMS, bon, on l'a vu tout à l'heure, ça fonctionne plutôt bien. On va mettre en œuvre des interactions assez simples, et puis travailler aussi sur le levier humoristique. Par exemple, si vous taillez une haie, ça va pouvoir donner ça. Mais finalement, vu que vous êtes chez Federer, ça ne posera pas de problème. Du coup, on va aussi travailler voilà, avec des codes adolescents, voilà, Federer, un peu plus tard Pharrell Williams, etc. On va travailler avec des textes simples qui vont pouvoir défiler à la vitesse de l'utilisateur. On va transmettre des infos de la manière la plus transparente possible pour vraiment casser ce côté scolaire. Et enfin, on va aussi travailler sur un temps de jeu assez court. Et donc, comme dit tout à l'heure, un temps de jeu court, mais une grande rejouabilité. Pour justement rester dans la problématique, enfin répondre à la problématique adolescent qui a peut-être potentiellement pas mal un temps d'attention assez limité. Autre point qu'on voulait vous présenter dans ce cas d'étude, et puis on en parlait tout à l'heure, la question du budget. Du coup, comment est-ce qu'on y répond ? Là aussi, dans une optique de mix de solutions, il y a plusieurs leviers qui vont faire qu'on va pouvoir répondre correctement à la question du budget. En l'occurrence, et rapidement, la modularité, facilité d'évolution, la durée de vie, c'est toujours intéressant pour un client d'étaler son budget. Des graphismes simplifiés, là on travaille en 2D, vous avez vu. Des interactions simples, donc technologiquement on a un produit assez simple. Et puis au niveau matériel et technologie, c'est robuste, un iPad c'est robuste, c'est éprouvé, on n'a pas de mise en danger technologique, donc là on n'aurait pas à supporter des coûts de mise en œuvre technologique. Voilà pour donc, ce première étude de cas. Deuxième étude de cas, on va passer très rapidement
Donc, ce deuxième cas, c'est un puzzle game donc, qui s'appelle Les Voies lactées. C'est un serious game multilingue pour les 7-12 ans sur la thématique du lait, développé dans le cadre d'une exposition du musée Alimentarium, donc, qui est le musée de la Fondation Nestlé à Vevey. Donc de nouveau, comment est-ce qu'on est arrivé à ce produit-là? Très rapidement, voilà pardon, l'aspect du jeu final, voilà, donc un puzzle game. Donc de nouveau, découvrir cette matière première, donc autre matière première, autre besoin client, autre choix. Donc rapide tour d'horizon des problématiques. Et on va là-dedans juste peut-être parler de trois problématiques. Donc on a la problématique qui était assez complexe de la cible multiple, c'est-à-dire que le client veut un jeu tout public, mais il veut s'adresser prioritairement aux 7-12 ans. Du coup là on a proposé des réponses graduées, c'est-à-dire plus je fais de fautes, plus je suis aidé. Donc potentiellement un enfant va être plus aidé qu'un adulte, et encore, ça dépend. On travaille par l'expérimentation. Ça fonctionne très bien chez les enfants. Il n'y a pas de peur de mal faire chez les enfants. Ensuite, autre problème intéressant, le problème du temps de jeu très court. Le client, dans son musée, il a besoin que les installations absorbent la quantité de visiteurs. Donc, d'où sa requête, 3-4 minutes de temps de jeu. Alors nous, ça nous paraissait vraiment trop court. Du coup, là, on propose aux clients plutôt un jeu multijoueur et coopératif, c'est-à-dire on va regagner du temps de jeu en absorbant la même quantité de visiteurs. Donc, amener le client sur une autre solution, c'est aussi un moyen de répondre à sa problématique. Et enfin, par exemple, des problèmes d'ergonomie, c'est tout bête, mais un petit enfant, donc je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est des tables tactiles de 42 pouces, donc un enfant de 7 ans, est-ce qu'il va arriver avec son bras jusqu'au milieu de la table pour interagir avec la table, etc. Donc là aussi, on a travaillé sur l'ergonomie et on a fait pas mal de playtests. Par rapport à ces études de cas, la question des playtests. Alors on ne va pas s'étendre sur la question parce qu'il y a eu beaucoup d'études de fait, etc. Et puis je pense que beaucoup ici sont convaincus que c'est des phases primordiales dans le développement de solutions. Néanmoins, on voulait quand même redire que donc, les playtests, c'est la clé de la validation et de l'adaptation des solutions choisies. Et ce, à toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler autant avec des petits post-it avec des dessins dessus et déjà tester auprès d'enfants les jeux, que tester le produit fini, que faire des questionnaires, etc. Donc, à toutes les étapes, même très tôt dans le processus de création, on peut déjà faire beaucoup de choses et valider beaucoup de solutions. Ils permettent aussi de soulever des nouvelles problématiques, d'où le processus d'itération. Si je choisis une solution et que je découvre une autre problématique, je vais retrouver une autre solution, etc. Donc comme dit, il faut y revenir souvent à différentes étapes pour qu'au final, le produit soit le plus adapté possible, le plus complet possible, le plus cohérent possible. À ce sujet-là, on peut dire aussi que les playtests permettent d'accompagner, de rassurer le client. Ça fonctionne très bien. En communiquant sur les méthodes et sur les résultats des playtests, on peut accompagner le client dans le processus de création, on peut le rassurer sur le fait que son produit va fonctionner. Alors pour conclure, donc dans les deux cas, heureusement pour nous, les playtests, les observations en situation et puis les retours ont été très bons pour ces deux serious games. Et ils ont prouvé que les solutions choisies fonctionnaient. C'est-à-dire que les buts étaient atteints et que les messages que voulait faire passer le client passaient. Je souhaitais revenir aussi sur 3 points principaux, un peu en conclusion. Donc pour toutes les étapes, on voit que l'expérience apporte une réelle plus-value. C'est-à-dire plus on a d'expérience, mieux on va cerner les problématiques, mieux on va y répondre, etc. Comme on l'a dit juste avant, l'itération, la validation avec les playtests, elle est primordiale. Elle est quand même le gage d'une certaine garantie de fonctionnement du produit et d'un bon rapport au client, donc comme je le disais tout à l'heure. Et enfin, puiser dans un réservoir d'expérience, de culture, d'expertise vidéoludique, avec bien sûr une bonne dose de créativité,
est le moyen de parvenir à des solutions cohérentes par rapport à la matière première fournie, et donc principalement par rapport à un mix de solutions. Voilà. Merci. J'ai une question pour toi. Tu parlais de playtest. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des buts? Donc, par exemple, le jeu des métiers. Est-ce que le but, c'est d'amuser les jeunes ou est-ce qu'à la fin, ils ont une vraie idée sur le métier qu'ils veulent faire? Et du coup, en parlant de buts, en tant qu'entreprise, pourquoi est-ce que les entreprises devraient acheter des serious games ou de la gamification? Alors, le jeu du Salon des métiers, c'est pas un jeu qui vise à dire à la fin, toi tu seras plombier ou ce que vous voulez. Donc, comme dit, c'est plutôt de sensibiliser à la diversité des métiers et des formations sur le canton de Vaud en l'occurrence. Donc, c'est ça que le client veut, c'est que quand l'adolescent est passé sur son stand à jouer au serious game, c'est qu'il ait retenu ces messages-là, c'est-à-dire que il y a plein de métiers et de formations différentes, il n'y a pas seulement informaticien pour caricaturer, et puis aussi des messages généraux, je suis une fille, je suis un garçon, je peux faire un métier de fille, un métier de garçon, etc. Donc le but là, et en l'occurrence les playtests, je ne me souviens pas de toutes les questions, donc je te laisserai revenir après, mais c'est par exemple, au-delà de valider des solutions, c'est de voir si après que le jeune ait joué à cette application, ben, tiens, est-ce que tu pourrais me citer un métier que tu ne connaissais pas? Est-ce que tu pourrais me citer, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut comme diplôme pour être, je ne sais pas, si je veux travailler comme couvreur sur un toit, etc. Voilà, du coup, je te laisse revenir avec les questions parce que je n'ai pas tout retenu. Et du coup, au niveau des serious games, pourquoi c'est important en fait? Pourquoi est-ce qu'une entreprise a gagné à acheter un serious game? Alors, on en parlait un peu tout à l'heure à la table ronde de fin de matinée. Finalement, pourquoi choisir ça plutôt qu'un autre vecteur? Justement, le serious game est un vecteur de transmission d'informations. Donc, pourquoi à l'heure actuelle? Parce qu'à l'heure actuelle, ça semble le moyen le plus adapté. Alors, il y a une partie dans l'air du temps, c'est à la mode, etc. Mais c'est, disons, un vecteur de communication qui fonctionne très bien. Voilà. Du coup, c'est aussi pour ça que ce sont des solutions qui sont choisies, pardon. C'est parce qu'on peut quand même dire que ça fonctionne, et puis que par rapport, qu'est-ce qu'il faut dire, à la génération ou à l'ère du temps, c'est un produit qui est adapté. Voilà. Parfait, merci. Any question? Ça marche, oui. Merci pour la présentation. J'ai une question plutôt commerciale, disons. Comment vous gérez les droits d'exploitation sur vos produits? Est-ce que vous gardez le droit de réutiliser tout ou partie du mécanisme du jeu? Ou enfin, comment vous gérez cet aspect d'exclusivité pour un client ou l'autre? Alors, la plupart du temps, les produits sont entièrement cédés à nos clients. Il n'empêche que sur des aspects justement de solutions techniques trouvées ou autres, là on est presque dans le domaine public. Par exemple, on n'a pas inventé le concept d'histoire dont je suis le héros, etc. Donc il n'y a pas de... Nos solutions en soi, sauf s'il y a peut-être des innovations majeures, elles ne sont pas spécialement protégées. Du coup, le client n'en a pas non plus la propriété, ni nous n'en avons la propriété. Pardon. Est-ce que Alors, pardon, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Alors, s'ils veulent exactement le même produit, on va aller voir le canton de Vaud pour dire est-ce que... Voilà. Bon, en l'occurrence, sur ce produit-là, il a eu un bon succès et puis d'autres cantons souhaitent s'en inspirer et voir reprendre le produit tel quel. Disons que là, ça va plutôt être le problème du client, en l'occurrence le canton de Vaud, parce que c'est son produit. Donc, à la limite, il en fait ce qu'il veut. Voilà.
Après, si un autre client vient, nous dit je veux la même chose, on va peut-être commencer par lui dire écoutez, est-ce que par rapport à votre matière première, par rapport à vos problématiques, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est ça qui va répondre le mieux à votre problématique? Et puis peut-être du coup l'orienter soit sur autre chose, soit sur un peu la même chose, etc. avec d'autres solutions. Comme dit, comme on est sur des mix de solutions, on a beau mettre un peu la même chose au départ, on risque quand même d'avoir quelque chose de différent à la fin, quoi. Combien de temps vous comptez depuis la demande jusqu'à la livraison du produit, si on prend l'exemple des métiers pour l'état de l'eau? Alors c'est une bonne question. Le salon des métiers, alors il faut peut-être différencier la partie prospective où on va travailler avec des pitchs, où on va proposer aux clients des solutions. Donc on va vraiment venir se positionner en tant qu'expert et apporteur de solutions par rapport à une problématique. Ça souvent c'est quand même une partie zéro budget, parce que l'idée c'est vraiment de convaincre le client qui travaille avec nous et qu'on va pouvoir répondre à ces solutions. Donc ça va vraiment dépendre. Après par exemple, voilà, on dissocie ça de la partie vraiment production, et quand je dis production, c'est autant la mise en place du projet que les playtests, que vraiment la phase de développement, la phase de conception des graphismes, de l'installation. Là en l'occurrence c'était 6 mois pour à peu près 5 personnes, si je me souviens bien. Voilà. Donc cette phase de pitch elle est assez fluctuante, ça va beaucoup dépendre des personnes avec qui on est en relation. Voilà. Il y a toujours quand même chez nous une problématique on a besoin de convaincre. On a besoin de convaincre qu'on va réussir, le client, qu'on va réussir à lui apporter les solutions. Okay. So thank you very much for this presentation. The methodology you showed that you use, Yes. we also teach it in the course of UX design and human-computer interaction design. So it's very interesting. The iterative cycle, the analysis of needs, the prototyping, early testing, even with paper-made prototypes. Mm-hmm. I have a question. The team that works on these projects, what kind of background do they have? So I know there might be IT engineers, but what are the other ones that complete this sort of team? Je peux répondre en français? Oui, Ça on m'a dérange dit pas. de poser la question en anglais, mais je sais pas. Merci beaucoup. Vous pouvez répondre en français. Alors, à l'heure actuelle, on est 5 associés chez Digital Kingdom et il y a des gens qui viennent d'horizons très variés. Et voir avec qu'est-ce qu'il faut dire, des casquettes assez différentes. On a des gens qui sont spécialistes de game design, on a des graphistes, on a des gens qui font du développement, donc qui sont ingénieurs en développement, et des gens qui font de la gestion de projet. Mais disons qu'autour de tout ça, il y a une même volonté et un même intérêt pour tout ce qui est le milieu du jeu. Non. Alors non, c'est très intéressant, mais du coup, disons qu'on n'a personne avec un diplôme de sciences sociales. Par contre, c'est typiquement dans ces cas-là qu'on va se baser sur des études scientifiques ou autres, ou alors qu'on va faire nos playtests. Donc là, avec un peu d'expérience, un peu de jugeote, un peu d'intelligence, on va pouvoir trouver de la matière. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, ça peut être beaucoup les études scientifiques ou alors de la statistique sur pas mal de sujets. Voilà. Donc c'est là justement aussi que c'est intéressant d'avoir finalement des liens avec des gens qui étudient ces choses-là. Voilà. Et puis au fur et à mesure, on a de plus en plus d'expérience. On va pouvoir finalement rebondir sur cette expérience et puis finalement aussi apprendre sur ces domaines sociologiques, disons, ou psychologie, etc. Je vois, je vais poser la question qui fait mal. On parlait business, du coup, on parle de quelle enveloppe de budget pour, par exemple, le premier travail avec le canton de Vaud? Comment d'idée? Alors, je ne vais pas vous donner le chiffre, parce que voilà, ce serait peut-être pas correct vis-à-vis de notre client.
On est entre 50 et 100 000. Pour le deuxième projet, on est en dessous de 50 000. Voilà. Disons que par rapport à cette question du budget, comme on l'a vu tout à l'heure, on va aussi avoir beaucoup de moyens de s'adapter, de s'adapter au budget qui est prévu par le client. Du coup, la solution, elle est aussi adaptée pour que voilà, on fit le maximum de choses dans le budget client. C'est un des points de la problématique. Merci. One question about the client's demands. Does the client demands you to analyze data taken from the game and from the players sometimes? Alors, de plus en plus, on a ces questions-là, parce qu'il y a des impératifs finalement de retour sur investissement, et effectivement, surtout pour des clients qui ont vraiment un but un donc, on est amené aussi à mettre ce genre de solution en place. Ça va être des temps de jeu, etc., un passage, le temps de passage, etc. Et comme dit tout à l'heure, là aussi, les playtests après produit fini, au-delà du fait qu'on puisse montrer aux clients que le produit fonctionne, nous permettre de répondre à cette question. De dire tiens, est-ce que j'ai acheté le bon produit, et puis est-ce que j'ai investi dans quelque chose de valable et qui fonctionne. Perfect. Thank Merci you, de Olivier. m'avoir laissé plus de temps alors pour m'exprimer.